Parlons-en en continu sur France 24. Il est 10h à Paris. À la une de l'actualité, 24 heures après sa mise en place, le projet Liberté est sur pause. Donald Trump annonce la suspension de son opération d'escorte des navires bloqués dans le détroit d'Ormuz. Le président américain dit vouloir déterminer si un accord avec l'Iran peut être finalisé. Quelques heures seulement après son entrée en vigueur, la trêve décrétée unilatéralement par l'Ukraine a été violée. La ville de Zaporijia et celle de Kharkiv ont été frappées ce matin par une Russie qui réclame un cessez-le-feu vendredi prochain pour les célébrations de la victoire contre l'Allemagne nazie. Et puis l'inquiétude pour les près de 150 passagers du MV Hondius, le bateau de croisière toujours immobilisé au large du Cap-Vert. Après les 3 décès, 2 cas de hantavirus ont été confirmés, 5 autres sont suspectés. Alors faut-il craindre une épidémie ? Justement, parlons-en et on va le faire avec nos invités, les docteurs Anne Sénéquier et Xavier Lescure. Mathilde Lopinski sera en direct avec nous de Madrid d'ici un instant. Le MV Hondius, donc toujours immobilisé au large des Canaries. Le bateau devrait faire route vers l'Espagne d'ici 3 à 4 jours, où où ses passagers doivent être pris en charge. On va parler de ce qui se passe sur ce bateau. On va parler de ce fameux hantavirus avec nos invités, docteur Anne Sénéquier, médecin, co-directrice de l'Observatoire pour la santé mondiale de l'IRIS. Dernier ouvrage paru, Géopolitique de la santé, c'est aux éditions Erol. Merci d'être avec nous. On sera en direct avec Mathilde Lopinski dans un instant pour nous expliquer comment les Espagnols vont accueillir les passagers de ce bateau. Mais d'abord, le hantavirus, qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Comment faut-il expliquer cette épidémie ? Eh bien, élément de réponse avec Bilal Tarabay et on se retrouve juste après. L'hantavirus est transmis à l'être humain à travers des rongeurs infectés. Dans la plupart des endroits où il y a des humains et des rongeurs vivant à proximité les uns des autres, le risque d'hantavirus est présent. Donc il faut s'assurer que les gens prennent les mesures appropriées pour limiter leur contact avec les rongeurs et spécialement avec leur déjection. À ce stade, l'Organisation mondiale de la santé suppose qu'une ou plusieurs personnes ont été infectées en dehors du navire par le virus et qu'il y a eu ensuite une transmission interhumaine. Les premiers patients, à savoir le premier cas et son épouse, sont montés à bord du bateau en Argentine. Compte tenu de la durée de la période d'incubation du hantavirus, qui peut aller d'1 à 6 semaines, nous supposons qu'ils ont été infectés une fois à bord. L'hantavirus peut provoquer des détresses respiratoires et de fortes fièvres, mais l'OMS se veut rassurante, les cas de transmission entre êtres humains nécessitent une très grande proximité entre les individus. Le risque pour la population générale est faible. Ce n'est pas un virus qui se propage comme la grippe ou la Covid-19. Il est très différent. Le séquençage pour déterminer quel variant est apparu sur le MV Hondius est actuellement en cours. Et on l'apprend à l'instant, la souche d'hantavirus détectée sur un des passagers du MV Hondius est celle des Andes. Elle est donc transmissible entre humains. Petite réaction avec le docteur Anne Sénéquier. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rassure, qui vous inquiète de savoir que c'est cette souche des Andes ? Je comprends que la terminologie transmission interhumaine puisse inquiéter, justement, et ça fait écho à la crise récente que l'on a tous vécue comme un traumatisme collectif. Pour autant, eh bien, c'est plutôt rassurant, parce que des hantavirus, il y en a une 60aine, on les connaît plus ou moins plutôt pas mal, et il y en a une seule qui a déjà documenté des transmissions interhumaines, et c'est justement le virus des Andes. Donc finalement, il n'y a pas de nouveauté là, et je pense que c'est aussi important de marquer la différence avec ce que font certains, de faire l'écho avec ce qui s'est passé en 2020. Là, on est véritablement sur un virus que l'on connaît déjà,
avec une transmission interhumaine que l'on connaît déjà, avec une transmission interhumaine qui nécessite véritablement un contact humain très rapproché. On l'a vu, les contacts, ça a été au sein d'un couple, dans un espace clos aussi, restreint, un bateau. Et c'est peut-être ça, finalement, qui ramène l'attention internationale, le contexte qu'il y ait 23 nationalités sur ce bateau, le huis clos et finalement les possibilités de rapatriement sanitaire. Mais finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que oui, il n'y a rien de nouveau et aujourd'hui, on va dérouler finalement le scénario épidémiologique derrière. Vous restez avec nous, bien sûr, on va continuer à en parler, mais on va mettre le cap sur l'Espagne, où nous attend Mathilde Lopinski. Mathilde, vous êtes la correspondante donc, de France 24 à Madrid. Le bateau est attendu dans 3 ou 4 jours aux îles Canaries. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ce périple ? Alors l'annonce est tombée hier soir. L'Organisation mondiale de la santé a demandé au gouvernement espagnol d'accueillir le MV Ondius sur les côtes canariennes et le pays a accepté. Mais face à cette situation particulièrement préoccupante, l'Espagne veut prendre toutes les précautions possibles. Le ministère de la Santé a d'abord demandé d'évacuer au Cap-Vert les cas symptomatiques et les cas contacts à haut risque. Et en ce moment même, un examen approfondi du navire est réalisé afin de déterminer quelles personnes doivent être évacuées d'urgence directement depuis le Cap-Vert. Les autres passagers, eux, poursuivront leur route vers les Canaries, où ils sont attendus à Tenerife, qui vient d'être désigné comme port d'accueil. Est-ce qu'on sait, Mathilde, quelles mesures vont être mises en place pour recevoir les passagers du bateau ? Alors, nous ne connaissons pas encore les détails de ce protocole sanitaire, mais selon le ministère de la Santé espagnol, les soins médicaux et les transferts seront réalisés dans des espaces spécialement aménagés pour que cette situation, pour que l'on évite tout contact, surtout avec la population locale. Ici, l'enjeu est de taille, car les Canaries sont une zone très fréquentée, très touristique, et l'objectif est clair, éviter toute propagation du virus sur le territoire, car celui-ci s'avère contagieux. Donc les prochaines heures seront déterminantes. Merci beaucoup Mathilde Lopinski, en direct de Madrid. Bonjour au docteur Xavier Lescure qui nous a rejoint, professeur à l'université Paris-Cité. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris. On le sait, la période d'incubation du hantavirus peut varier d'1 à 6 semaines, c'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce qu'on a du coup une idée du point de départ de cette infection, du scénario de la propagation ? On n'a pas d'idée. Ce qu'on sait, c'est que le bateau part de Patagonie et qu'en Patagonie, le virus sévit de façon endémique, saisonnière, et que pour le moment, on est dans des délais d'incubation par rapport à l'histoire de cette croisière qui fait que tout le monde peut, en théorie, avoir été contaminé avant de mettre le pied sur le bateau. La séquence des différents patients évoque quand même des contaminations depuis le départ du bateau, puisqu'il y a il y a beaucoup d'espace entre l'occurrence des signes de ces 7 patients. Mais en tout cas, l'hypothèse que le virus n'est pas présent sur le bateau et qu'il n'y ait pas de rats sur le bateau est encore possible, en fonction des délais d'incubation. Donc vous y croyez, donc on peut penser réellement qu'il n'y a pas eu de contamination à bord du MV Ondius. En tout cas, on peut encore considérer, c'est pas ma principale hypothèse, mais on peut encore considérer en théorie que l'environnement du bateau n'est pas contaminé. Après, on sait qu'il y a des rats sur des bateaux, même dans des croisières de luxe. Et cette hypothèse est possible aussi, que les rats dans un bateau puissent être la source de la contamination. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Et puis, ce qui peut entretenir une infection malgré un départ maintenant depuis plus d'1 mois, c'est évidemment les transmissions interhumaines. Certains évoquent un taux de létalité de 40%. Est-ce que c'est crédible ? Non seulement c'est crédible, mais c'est documenté en fait. Dans les hantavirus, il y a plusieurs souches. Il y a une souche d'Amérique latine et c'est celle-ci qui va avoir une symptomatologie plutôt sur le cardio-pulmonaire. Et celle-ci a effectivement un taux de létalité de 50 à 60%.
Et l'autre souche, qui est plutôt asiatique, européenne, elle va avoir plutôt une atteinte au niveau rénal. Et elle est beaucoup moins létale, entre 1 et 5%. Donc on a véritablement, ce qu'on disait tout à l'heure, énormément d'hantavirus différents. Celui-ci, et jusqu'à hier, on se posait la question. Maintenant, le fait de savoir que c'est le virus des Indes, match finalement avec l'histoire, avec la clinique et avec ces patients qui sont déjà décédés. Donc il y a deux choses. Oui, c'est important et c'est grave pour l'individu qui contracte cette pathologie, parce que déjà plusieurs personnes sont décédées. Mais le potentiel épidémique autour de cela, et dans le contexte, et dans la façon de se transmettre de personne à personne. On n'est pas sur une diffusion respiratoire large, on est sur une diffusion avec un contact physique très rapproché au niveau interhumain, qui, à ce jour, rend très très peu probable une épidémie telle qu'on a pu le voir, ne serait-ce qu'au niveau régional. Alors, si on imagine que le virus est venu de l'extérieur du bateau, on peut imaginer qu'il y ait des points d'infection à terre, ailleurs dans le monde quelque part. Est-ce qu'il y a des foyers, pardon, je vais réutiliser des termes qu'on utilisait plus depuis la fin des confinements. Est-ce qu'il y a des clusters possibles et probables, par exemple en terre de feu, d'où venait le bateau ? Mais clairement, ils existent, ils sont documentés, ils sont récents. Le virus circule aujourd'hui en Patagonie. Et comment ça se fait qu'on n'en parle que maintenant ? Parce que c'est d'abord, c'est régulier, c'est pas fréquent mais c'est régulier. Et puis, c'est pas sous les projecteurs des médias, donc on n'en parle pas. Mais il y a plein de gens qui sont malades partout, tout le temps, et ça ne fait pas la une des journaux. En Guyane française, il y a eu un cluster il n'y a pas eu si longtemps où 11 personnes ont été atteintes, 6 personnes sont décédées. Donc là, ce qui rend les choses particulières, encore une fois, c'est le huis clos, le côté international, le fait que ça soit un bateau, et ça fait écho au Diamond Princess au début de la Covid-19, et puis aussi toutes les conditions derrière de rapatriement sanitaire, ça veut dire une coordination internationale en fait. C'est ça aussi qui est touchy, et l'intervention de l'OMS justement pour essayer de coordonner tout cela. Docteur Lascure ? Oui, non, je voulais rajouter 2-3 petits commentaires. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui illustre et ce qui entretient cette espèce d'hyper-médiatisation, c'est les bateaux, historiquement, depuis le début, amènent les épidémies dans les ports, Venise, au XIVe siècle, Marseille, etc. C'est l'histoire qui se répète, malgré notre monde hyper-technologique, etc., hyper-puissant, entre guillemets. Le deuxième truc très intéressant, c'est la question de la solidarité internationale. Effectivement, c'est un huis clos. Donc, au-delà du fait que ce bateau n'arrive pas à trouver de port et les patients ont du mal à être débarqués parce que ça fait peur à tout le monde, c'est vrai que sur le plan épidémique et épidémiologique, ce huis clos illustre et exacerbe toutes les caractéristiques de la diffusion des épidémies. Donc, c'est presque une théâtralisation de ce qui peut se passer en termes de transmission. Et puis, ça soulève des questions de solidarité internationale dans un monde qui se replie, dans un monde où l'autre fait de plus en plus peur, et où on voit bien que l'OMS a beaucoup de difficultés pour trouver des lieux de rapatriement. Ça illustre le monde actuel dans lequel on vit, mais avec aussi les projecteurs de l'histoire des épidémies depuis le début, les ports et les bateaux. Vous dites que l'autre peut faire peur, et c'est vrai que le Cap-Vert, par exemple, a été décrié parce qu'il a refusé de laisser débarquer des cas suspects. Mais en même temps, est-ce que le Cap-Vert est équipé pour s'occuper de ce genre de cas ? Alors, je ne pense pas que l'idée, ce n'était pas de prendre en charge les patients au Cap-Vert, c'est plutôt de faire un rapatriement sanitaire. Et il y a 23 nationalités sur ce bateau, donc c'est là le côté complexe. Donc, il y a effectivement, la peur que ça génère, et 2, effectivement, les infrastructures pour accueillir peut-être les avions qui font les rapatriements sanitaires, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y a plusieurs pays, ainsi de suite. Donc après, je pense que ça, c'est dans les arcanes des organismes décisionnaires dans chaque État. Mais justement, la coordination là est intéressante, et je
trouve que le timing l'est aussi. Là, aujourd'hui, on parle de l'hantavirus, mais depuis le Covid-19, on a eu plusieurs comme ça, zoonoses qui sont venus titiller l'attention des épidémiologistes et des médias. On a eu la grippe aviaire, on a eu la Mpox, Ebola, la fièvre Lassa, le Nipah virus, le MERS-CoV-1 qui est revenu il n'y a pas si longtemps. Et là, ce mois de mai 2026, à l'OMS, justement, dans 2 semaines, on va essayer de travailler sur l'annexe de l'accord de préparation, de prévention et riposte aux pandémies. Justement, c'est cet accord international qui doit justement travailler sur la coordination de chacun. Pour que finalement, dans des cas où on aurait une nouvelle épidémie qui viendrait à gagner en ampleur, de pouvoir avoir des réponses plus adaptées qu'on ne l'a eu en 2020 pour éviter justement une transmission pandémique. Ce qui veut dire qu'on n'est pas encore prêt à affronter une épidémie du type Covid. On n'a pas appris l'histoire, Xavier Lescure ? On apprend, mais c'est dur. Les historiens des pandémies nous expliquent qu'on n'apprend pas du passé. C'est terrifiant ce que vous nous dites là quand même. Oui, mais c'est pas moi qui le dis. Et c'est psychologique, c'est socio-psychologique, il y a une sidération. En fait, les pandémies sont trop traumatisantes. Et on a une mémoire sélective, et tout ce qui est en trop ou tout ce qui est douloureux est éliminé. Et collectivement, les gens, les historiens montrent qu'on apprend très peu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui change très vite, qui change beaucoup, et il faut qu'on change ce paradigme, parce que si on n'a plus de mémoire, on va le payer très très cher. Si on n'a pas de mémoire, on va le payer très cher. Et l'OMS a bien vu ces insuffisances avec le Covid, essaye de réparer petit à petit, et je pense que c'est vrai que en dehors des grands discours et des leçons théoriques qu'on a pu tirer les uns et les autres, là, je pense que les gens ont bien compris qu'il fallait qu'on bosse tous ensemble, que le terrain était la source des informations et était aussi la source des processus opérationnels qui étaient absolument vitaux dans ces cas-là. Et je pense qu'il y a des collaborations au niveau des institutions aussi entre les décideurs et les acteurs de terrain pour que, en pratique, aujourd'hui, on apprenne des leçons du passé. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, parce que finalement, toutes ces pathologies sont des zoonoses, et la zoonose, c'est une pathologie du monde animal qui va traverser la barrière de l'espèce et venir dans notre humanité. Et ça, finalement, aujourd'hui, dans les faits, sur le terrain, l'origine de ça, c'est la déforestation, le changement d'utilisation des terres, la destruction des habitats, de la biodiversité. Tout ça est encore très présent. Donc on peut effectivement essayer de collaborer pour réagir et pour faire face à ces épidémies, mais je pense qu'il serait intéressant aussi d'être dans la prévention et d'arriver justement à redonner une place au monde sauvage et d'arrêter d'aller les titiller, parce que la diversité, la biodiversité, ce sont les animaux et les végétations, mais c'est aussi les agents pathogènes. Donc plus on va aller détruire ces habitats, plus on va nourrir aussi ce qui est assez dangereux pour l'humanité, on l'a bien vu. Alors, on va écouter tout de suite une des représentantes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui justement s'exprimait à propos de cet hantavirus. Ce que l'on sait de l'hantavirus, et je tiens à préciser le contexte, c'est que l'exposition et l'infection se font généralement par contact avec des rongeurs. Nous avons observé avec l'un des virus une transmission interhumaine limitée. Je sais que cela peut être interprété différemment selon les personnes, mais disons simplement que la transmission se fait entre personnes ayant eu des contacts très étroits. On a l'impression quand même que l'Organisation mondiale de la santé essaye à tout prix d'éviter une nouvelle panique mondiale. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Essaye d'éviter une panique mondiale et essaye de réagir le plus tôt possible. Et c'est vrai qu'on parlait, entre guillemets, des leçons tirées du Covid. L'OMS a bien vu qu'ils avaient été un tout petit peu en retard. Et puis, ils avaient été gênés aussi beaucoup par... en Chine, l'information était difficile à récupérer. Donc, on le voit bien ici, ils sont très proactifs. Malgré tout, ils ne peuvent rien faire sans l'autorisation des pays. Et donc, ils ne peuvent pas débarquer les gens comme ça s'ils n'ont pas l'autorisation. Et donc, il y a 23 nationalités représentées. C'est complexe. Et puis, on voit bien aussi que par le passé, les deux émergences au-delà de la zone d'endémie de Mpox, par exemple, avaient montré l'OMS extrêmement solidaire, notamment pour les pays africains, et avaient mis le niveau d'alerte maximum.
pour justement que tous les pays viennent en aide aux pays qui étaient touchés par Mpox, alors que la diffusion était à l'époque encore assez faible, pour anticiper, pour prévenir au maximum. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit ce que vous avez raconté, hein, le lien avec la nature, avec les animaux, etc. Il y a pas longtemps un G7 à Lyon sur le concept de One Health, une seule santé, humaine, animale, environnementale. On est là-dedans aussi à chaque fois. Alors, vous dites que vous nous avez dit, et je trouve que quand même ça résonne très fort, qu'on n'apprend pas, mais on arrive à réagir vite avec la technologie. Sur le Covid, par exemple, on a trouvé un vaccin à une allure, que je trouve assez rapide. Donc, est-ce que de ce point de vue-là, il n'y a quand même pas des avancées technologiques, entre guillemets ? Technologie... on n'apprend pas, c'est un principe de notre humanité, hein, c'est notre psychologie. Les erreurs précédentes, les erreurs des autres ne nous aident pas tant qu'on n'a pas nous-mêmes expérimenté le truc. Et peut-être aussi à cause de cette technologie, parce qu'on se dit maintenant, on sait faire des vaccins, on sait communiquer. Mais finalement, la Covid-19, là, en 1412, elle n'aurait pas eu le même impact qu'elle a eu en 2020. C'est justement la mobilité exacerbée de notre humanité qui a généré cette pandémie, finalement. Le fait de pouvoir se déplacer aussi rapidement et sur un temps qui est dans cette durée d'incubation et qui matche justement avec la possibilité d'être sain pendant le voyage et ensuite de déclarer la pathologie à un autre endroit. Donc quelque part, aujourd'hui, oui, la technologie peut nous aider, mais on note que quelque part, cette technologie aussi, elle implique un mécanisme de société qui génère aussi de notre vulnérabilité. Ces zoonoses, elles augmentent depuis 70 ans et du fait justement de l'impact des activités humaines sur notre environnement. Donc on a beaucoup axé sur le curatif, sur le faire après, réagir après. Maintenant, il faudrait peut-être repenser, combiner ces deux forces-là. Notre capacité de répondre, notre capacité de penser ensemble et la coopération. Aujourd'hui, vous le disiez, dans la fragmentation de l'international, c'est très compliqué. À l'OMS, on parlait de cet accord, mais souvenons-nous que le bailleur numéro 1 de l'OMS a disparu en cours de route. Les États-Unis ne sont plus présents. Et c'est quand même, je dirais, une problématique majeure aussi, parce que certains États aussi peuvent suivre cet exemple et se désengager de temps en temps si ça ne les intéresse pas. Donc, il y a cette fragilité intrinsèque au niveau international et il va falloir combiner notre capacité à être dans la prévention, et ça c'est très difficile parce que c'est faire un effort maintenant pour un avantage peut-être demain avec notre force technologique, mais j'ai envie de dire le traumatisme aide là quand même pour apprendre et ne pas vouloir reproduire les mêmes choses. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait, par exemple, avoir des mesures sanitaires pour pouvoir prendre un billet d'avion ? Est-ce qu'il faudrait pas être en bonne santé pour pouvoir voyager ? Aujourd'hui ? Si je pousse un petit peu le bouchon. Non. Mais moi, je pense qu'avant d'en arriver à ces extrémités, il faut revenir sur Terre. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on fait partie de cette planète, on vient de cet environnement et il faut juste respecter cet environnement, autrui et les animaux dont on fait partie finalement. Et en fait, je pense que c'est là qu'on va pouvoir anticiper, prévenir, essayer de faire marche arrière. Et cette approche beaucoup plus solidaire avec tout notre environnement sera probablement à terme plus efficace que la technologie qui est probablement un leurre et une fuite en avant. Après, c'est vrai que quand je disais on n'apprend pas, c'est les historiens qui disent ça pour essayer aussi de nous choquer et pour nous dire attention, on est dans un contexte où il faut commencer proactivement à apprendre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, depuis le Covid, on a des outils technologiques, de biotech, etc., qui font que on est capable beaucoup plus rapidement de trouver un vaccin, un traitement, etc. Et même sur cette maladie hantavirus, sur ces virus qui sont peu fréquents, peu médiatisés, il y a quand même de la recherche, et au niveau vaccinal, et au niveau thérapeutique. Mais aujourd'hui, on n'a pas de traitement efficace, avéré, approuvé, et aucun vaccin approuvé non plus. Mais si cette épidémie venait à s'étendre, je suis absolument persuadé que, et c'est déjà le cas, il y aurait une coordination internationale au niveau de la recherche pour mettre en place... Qui serait plus efficace qu'en 2020 ? Beaucoup plus rapide et beaucoup plus coordonné à l'échelle internationale
qu'en 2020, parce que là, c'est sûr qu'on a appris. Je vais parler maintenant du public, parce que je me rends compte que les années Covid ont quand même changé certaines habitudes. On voit de plus en plus dans les bureaux, par exemple, ici à France 24, c'est le cas, des lingettes qui permettent de nettoyer les bureaux partagés. Je vois des employés qui, lorsqu'ils ont un rhume, lorsqu'ils commencent à être grippés, mettent un masque quand ils viennent dans un bureau. Quand vous dites qu'on n'apprend pas, il y a quand même eu un petit infléchissement dans le comportement des êtres humains, non ? Oui, pardon. Non, je vous en prie. J'observe les mêmes comportements que vous, mais je crains qu'ils soient minoritaires. Certains ont appris, la minorité, la plupart sont dans cette espèce de sidération psychosociologique qui fait qu'on n'a plus envie de penser au Covid, et donc on n'a plus envie de mettre un masque, on n'a plus envie de penser au masque, on n'a plus envie des mesures barrières. Et puis, certains sont tombés dans le complotisme qui fait que c'est presque anti-social de devoir mettre des mesures de restriction. Et donc, et puis on s'est lâché aussi dans cette espèce d'état d'esprit un peu de repli. Et donc, je pense qu'il y a dans la population, il y a 3 types. Certains qui ont appris et qui continuent à respecter l'autre quand on est infecté. La plupart qui sont sidérés, et puis quelques-uns qui sont un peu plus anti-vax, anti-tout. C'est vrai qu'on a eu aussi justement une caisse de résonance à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, sur ces fausses informations qui complexifient le choix individuel au niveau des citoyens. Et c'est vrai qu'on parlait de l'OMS tout à l'heure, de sa réponse beaucoup plus rapide, parce que pour Ebola aussi, elle a été un petit peu à la traîne en 2014 et ainsi de suite. Donc il y a aussi une perte de légitimité et de crédibilité des autorités sanitaires, qu'elles soient nationales, qu'elles soient internationales. Donc aujourd'hui, ça va être compliqué un petit peu de récupérer tout ça, mais ça s'inscrit dans sa globalité. On ne peut pas demander aux gens finalement de faire des bons choix si dans le même temps, on ne leur permet pas de faire ces bons choix. Et aujourd'hui, on parle de l'antavirus, mais il y a d'autres scandales sanitaires, que ce soit le cadmium, les PFAS, la pollution et ainsi de suite. Donc on dit aux gens, mangez bien, bougez mieux, mais en fait, dans les faits, en termes d'accessibilité, que ce soit financière ou même de disponibilité, une nourriture saine, c'est cher et c'est pas accessible partout. La mobilité active, on est encore dans des villes très urbanisées autour de la voiture. Donc on peut pas demander aux gens, faites les bons choix, mais nous, en tant que société, on s'organise pour que vous ne puissiez pas les faire. Donc il faut, là aussi, sur le domaine de la santé, faire ce 180 pour qu'on puisse être pertinent et vraiment droit dans ses bottes en tant qu'autorité sanitaire, en disant, faites ces choix-là et on vous y aide, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau de la disponibilité et au niveau de l'éducation sanitaire qui va avec, parce que c'est très culturel. On a vu les cultures asiatiques avaient les masques jour 2. Oui. La question ne se posait même pas. Est-ce que vous avez l'impression qu'en tant que scientifique, votre voix porte assez... Je suis en train de repenser à un certain occupant de la Maison-Blanche qui pensait qu'avec de la javel, on pouvait se guérir du Covid. Est-ce que votre parole n'est pas démonétisée aujourd'hui ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Ce que je sais, c'est que, et on a eu un haut représentant en France, je pense que certains d'entre nous ont participé à nous décrédibiliser avec des discours très faciles à entendre, à comprendre, qui étaient probablement rassurants, mais qui ont probablement décrédibilisé et les médecins, et les scientifiques, et la recherche, avec une entreprise de réseau social qui a été proactive et qui a un peu probablement participé à descendre un peu cette image-là. On est là aussi dans une phase de réparation, mais je pense que ça va prendre du temps. Vous êtes d'accord avec ce point de vue ? Oui, clairement. J'ai envie de dire, absolument. Et en fait, là où ça a été particulier depuis la Covid, c'est que la science est devenue une sorte de croyance
je ne crois pas au virus, je ne crois pas au vaccin, mais en fait, on n'a pas à croire ou pas croire, ce sont des faits. En tant que scientifique, globalement, on n'invente pas grand-chose, on essaye d'observer, d'analyser et de ramener ce principe de réalité là sur ce qui se passe dans notre quotidien. Et parfois, c'est compliqué, parfois, c'est changeant, parce que, ne l'oublions pas, la science, et notamment en termes de biologie, va évoluer au gré des recherches, au gré des avancées et des découvertes. Donc, ce qui est vrai le lundi peut ne plus l'être le jeudi, et ça, c'est difficile aussi à comprendre. Et c'est vrai que cette vérité scientifique, cette mouvance-là, elle a besoin d'être discutée, d'être expliquée. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas juste 200 caractères où on peut balancer une vérité comme ça. Non, ça s'explique et ça prend du temps et c'est potentiellement mouvant. Et ça, c'est important, effectivement, de le dire. Et je pense que dans les sciences, on a souvent aussi cette réputation d'être les porteurs de mauvaises nouvelles. Mmh. Et moi, souvent, je leur réponds, j'ai dit, mais pour trouver une bonne réponse, on a besoin d'un bon énoncé. Alors, je préfère que l'énoncé soit complexe et parfois peut-être un peu effrayant sur quelques aspects, mais ça va nous permettre véritablement d'avoir une bonne solution, parce que ces dernières années, ces dernières décennies, on a été très bons à faire des solutions rapides sur le temps politique et qui s'avèrent des solutions pathogènes et qui vont créer le problème de demain. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'essayer de transcender ça. Xavier Lescure, vous êtes infectiologue à l'hôpital Bichat, donc vous exercez. Comment est-ce que vos patients réagissent depuis les années Covid ? Est-ce qu'il y a eu un basculement de comportement ? Est-ce que les pratiques ont changé ? Qu'est-ce que vous avez pu remarquer ? Je n'ai pas observé que les patients réagissaient différemment, je crois. Je n'ai pas l'impression. Peut-être il y a un peu plus de peur vis-à-vis de la transmission qu'avant. Les équipes ont probablement changé, les soignants. On est un peu des vétérans du Covid, je pense. On a... La première vague du Covid a été un traumatisme, parce que c'était un rush absolument total et une mortalité quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans les hôpitaux. Rappelez-vous que les familles ne pouvaient pas venir, donc ce sont les soignants qui ont fait office qui ont donné la main au dernier moment de ces patients. On a vécu avec l'administration, les directions, des choses extraordinaires dans cette période qui était très douloureuse, mais très fédératrice. Et depuis, on vit une sorte de déception, puisque tout est revenu en arrière. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de soignants qui sont un peu et traumatisés et nostalgiques de cette période qui a été un peu ambivalente. Mais vu qu'on était avant le Covid, on a démarré dans une période de haute tension en termes de soignants. Cette tension s'est exacerbée. Et en fait, entre la déception et le fait qu'on est de moins en moins nombreux et que ce que j'ai observé vis-à-vis des patients, c'est pas un changement dans la mentalité, c'est une aggravation des comorbidités. Je trouve que les patients sont encore plus sévères qu'avant, encore plus comorbides, encore plus fragiles. Et ils arrivent plus tard à l'hôpital parce que je pense que le système de soins, notamment en ville, a du mal à retenir les patients. Et donc l'hôpital, tout le monde est un peu débordé. Il y a des déserts médicaux. L'hôpital fait office de dernier recours. Les patients arrivent tard. Et c'est vrai qu'ils sont plus sévères, plus complexes. Et les soignants sont probablement un peu épuisés au long cours après une phase de déception. En épidémiologie, il y a la crise. Donc il faut répondre à la crise en termes d'infectiologie, en termes de traumatisme physique, j'entends. Ensuite, il y a les maladies chroniques qui découlent de ça. Et ensuite, il y a l'impact psychologique. Et aujourd'hui, moi, en tant que psychiatre, alors que nous sommes en 2026, je peux vous dire que nous sommes toujours dans la phase post-Covid, en fait. L'impact sur la santé mentale est majeur. On le voit notamment auprès des jeunes. C'est une catastrophe actuellement, combinée à l'état du système de santé que vous venez de décrire. Mais véritablement, oui, là, c'est majeur. Et on a eu un sondage en janvier 2026 qui a rapporté que 62% des Français avaient eu des troubles de santé mentale au cours de leur vie et 45% dans les 2 années précédentes. Donc aujourd'hui, véritablement, ce focus sur la santé mentale, il est majeur. C'est donc, soi-disant,
un truc sanitaire national depuis... Une cause nationale. Voilà, j'oublie toujours le cause national depuis 2025 et 2026, mais fondamentalement, sur le terrain, on ne voit pas grand-chose bouger. C'est toujours très, très impactant. Alors, qu'est-ce qui manque pour que on puisse être proactif quand un foyer d'infection est repéré? Est-ce qu'il y a assez de relais sur le terrain pour faire remonter les informations assez rapidement? Alors, je crois qu'il y a eu une amélioration. On a de plus en plus de vigies. Et il y a beaucoup plus de relais entre les vigies et les autorités sanitaires. Alors quand vous dites des vigies, c'est des médecins... Des systèmes de surveillance. Des systèmes de surveillance, d'accord. Des médecins qui repèrent des signaux précoces un peu atypiques, un peu inhabituels et qui vont transmettre. En dehors de mes activités de soins et de recherche à Bichat, je coordonne l'activité opérationnelle au niveau national sur le risque épidémique et biologique. Et je dirige un groupe à l'échelle européenne dans la Société savante de maladies infectieuses, où on a un comité pour réfléchir à tout ça et essayer d'améliorer les affaires, en lien avec la Commission européenne, avec les autorités de santé européennes et internationales. Et on travaille à ça, et vraiment, il y a une émulation parmi les médecins, les microbiologistes, les scientifiques, pour travailler ensemble et pour analyser les signaux entre épidémiologistes et cliniciens. Parce que c'est vrai qu'un signal épidémiologique, c'est un chiffre. Et puis, il y a la situation au lit du malade qui doit être interprétée par des cliniciens. Et c'est cette co-construction de l'interprétation du signal entre épidémiologistes et cliniciens de terrain qui va améliorer la qualité de l'information et qui va initier une réponse adaptée et proportionnée. C'est là-dessus qu'on travaille. Et j'avoue qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie à améliorer le système. Donc je crois, oui, que là, il y a une amélioration. Mais par contre, il y a de plus en plus de signaux par rapport à ce que disait ma collègue. On vit dans un monde qui fait que les zoonoses sont alimentées, qu'on a de plus en plus de... La globalisation, la déforestation, la méga-urbanisation fait qu'il y a de plus en plus de foyers. Et ces foyers sont de plus en plus à risque d'être diffusés à l'échelle internationale. Docteur Sénéquier ? Oui, mais c'est tout l'enjeu justement de cet accord qui est en train d'être finalisé. Et espérons-le ce mois-ci à l'OMS, c'est que ce qui se passe au niveau européen, faut que se coordonne avec ce qui se passe au niveau de l'Asie du Sud-Est, Amérique centrale, latine, Afrique, enfin partout. Donc c'est cette coordination-là avec aussi les différences de moyens dans certaines régions du monde, tout en sachant que le financement sur la santé internationale a diminué ces derniers temps et que les hotspots d'émergence de ces zoonoses, donc de ces maladies animales qui transfigurent la barrière de l'espèce, c'est surtout sur la bande tropicale. Et c'est là où parfois on a aussi des défauts de financement. Donc l'ambition est là, la volonté aussi. Il y a aussi le règlement sanitaire international qui pousse à ça et qui est antérieur justement à cet accord à l'OMS. Mais encore une fois, très perfectible parce qu'il est écrit noir sur blanc sur cet accord que ça ne viendra pas... venir contre la souveraineté sanitaire nationale. Donc on peut avoir des accords signés et re-signés, mais si moi en tant que pays j'ai dit non, eh bien je ne le ferai pas. Alors, ouais. Peut-être des petites nouvelles du MV Ondius, puisque la situation évolue minute par minute et on l'apprend à l'instant. Les trois personnes qui... alors, 2 membres d'équipage et une personne cas contact du navire sont en train d'être évacués via le Cap-Vert. C'est ce que nous annonce en tout cas la porte-parole, la représentante de l'OMS au Cap-Vert. A priori, il pourrait donc y avoir un petit déblocage, mais pas d'accostage. Donc on est dans une sorte d'entre-deux qui illustre bien ce que vous dites, Dr Sénéquier. Non, mais c'est vrai, tout le monde est là sur des pincettes en essayant de faire le moins peur et le moins de mal possible. Donc on fait, encore une fois, avec ce qui est pertinent de faire et le principe de réalité. Donc on va faire de la haute couture avec chacun des intervenants à chaque fois. Sachant que l'Espagne a dit oui pour que le bateau arrive aux Canaries, mais que le gouvernement régional des Canaries refuse qu'il accoste. Donc ça devient de plus en plus compliqué, docteur Lescure. Oui, il y a une sorte d'irrationalité.
C'est-à-dire que ça, c'est pareil, c'est l'histoire des épidémies, ça fait peur. Donc on est dans l'irrationnel, et c'est a posteriori qu'on se rend compte qu'on a fait des erreurs. Et ça, c'est aussi les acteurs de terrain. Il faut rester pragmatique, il ne faut pas croire, il faut voir et avoir des convictions, faire des hypothèses, les étayer. Mais c'est vrai que là, on est dans l'irrationnel. Mais bon, ça fait quelques jours. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que s'il y a une possible transmission interhumaine, elle est probablement faible. De ce qu'on sait des clusters en Patagonie, c'est que y a pas, ça se diffuse pas comme une traînée de poudre. C'est pas comme le Covid. C'est pas le Covid. Il faut vraiment qu'il y ait des contacts rapprochés, prolongés. Et les collègues argentins disent que, a priori, contrairement au Covid, tant qu'on n'est pas malade, on n'est pas contagieux. Donc c'est quand même beaucoup plus facile pour circonscrire une épidémie. On est dans l'irrationalité. Mais pour finir de répondre à votre question qui me paraît vraiment important, au niveau de l'analyse des signaux précoces, etc., par rapport à ce que vous disiez, il y a aujourd'hui une chose importante, c'est qu'on a des gros trous dans la raquette internationale. Il y a des trous identifiés, anciens, la Chine par exemple, pour revenir sur le Alors Covid. quand vous dites des trous dans la raquette, des trous dans la raquette de la détection et de la transmission de l'information. C'est des endroits où on ne voit rien. D'accord. Et il y a un énorme endroit où on ne voit rien, où il se passe des choses probablement au niveau d'un risque pandémique à venir, c'est les États-Unis, avec la grippe aviaire, avec des choses qui sont faites au niveau de l'agriculture qui sont totalement insensées. Vous êtes en train de dire que la première puissance mondiale exactement, est un trou noir du point de vue de la santé. Oui. Les données sont validées par les autorités qui ont un droit de censure. Les scientifiques avec lesquels on discute nous disent que on est dans le brouillard, on ne voit plus rien. Vous êtes pas rendu compte depuis des mois, depuis que Trump est au pouvoir, depuis l'administration Trump, on n'a plus aucune information sur la grippe aviaire aux États-Unis. Tout va bien, madame la marquise américaine. Mais les bœufs continuent à manger de l'alimentation contaminée par des fientes de poulet parce que c'est... et donc on est dans une aberration alimentaire, mais nous n'avons plus aucune information. Ça, c'est à tous les niveaux scientifiques. Ça a été aussi comme ça, le shutdown de la database sur le climat, justement, qui provenait des États-Unis. Donc, s'il n'y a plus de données, il n'y a plus de problème. C'est ça le credo de la santé. De ce point de vue-là, est-ce que l'OMS a les moyens, les leviers suffisants pour forcer justement les gouvernements à agir? Non, l'OMS, c'est vraiment un forum, quoi. Enfin, c'est là où les États membres discutent entre eux. Il n'y a absolument pas de mesures contraignantes de la part de l'OMS. Et je rappelle que l'OMS, les États-Unis sont sortis une nouvelle fois, parce que ce n'était pas leur premier essai, de l'OMS. Donc, ils en avaient parlé janvier 2025, effectif janvier 2026. Et en plus, ils n'ont pas payé les contributions biannuelles précédentes. Donc, ça fait énormément de manque de financement qui a amené l'OMS à regrouper certains secteurs pour survivre, j'ai envie de dire, couper certains programmes. Donc l'effet est déjà dévastateur. Docteur Lescure, il y a deux postures qui s'opposent complètement. C'est-à-dire les Nations Unies, toutes ces institutions internationales sont sur le principe de la discussion, de la co-construction et d'un accord mutuel. Et il y a la culture du compromis. La culture du compromis, mais si possible, alors parfois ça peut être un compromis mou. Il a été critiqué pour ce genre de... Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'ADN des Nations Unies, de l'OMS, etc. Et en face, on a des pays qui deviennent autoritaires, agressifs, et qui sont sur l'opposé du compromis, qui sont sur la provocation, sur l'agressivité. La loi du plus fort. La loi du plus fort. Et donc, c'est vrai qu'entre le compromis et la loi du plus fort, aujourd'hui, quel est le bras de levier ? C'est l'argent, c'est le dollar. Et donc, l'OMS est coincée. Oui, d'autant plus que les États-Unis, en fait, n'ont pas complètement lâché le domaine de la santé. En fait, ils ont coupé leur financement, mais ils sont allés revoir justement les États qui les intéressaient. Et là, j'insiste bien sur l'intérêt, pour proposer une aide sanitaire financière contre des données, pour justement surveiller ces émergences d'épidémies, contre un accès à des ressources, contre ceci. Donc c'est vraiment la santé... Une forme de financiarisation de la santé. La santé est devenue vraiment un levier de puissance pour les États-Unis. Et on est véritablement au-delà du bien commun et de l'aide internationale. Le mot de la fin, peut-être ?
Mais l'histoire se répète parce que la santé, depuis très longtemps, a été un levier de pression internationale, a impacté sur des conflits, soit de façon passive, parce que ça exacerbe les contacts, ça met en précarité les personnes qui sont dans ces conflits, soit de façon volontaire, cynique et quasi industrielle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette croisière, ce bateau, illustre à huis clos toute l'histoire et la construction des épidémies. Merci beaucoup à tous les deux. Anne Sénéquier, je rappelle que vous êtes médecin co-directrice de l'Observatoire pour la santé mondiale de l'IRIS. Je rappelle aussi le titre de votre ouvrage, Géopolitique de la santé, c'était aux éditions Erol. Et merci Dr Xavier Lescure, professeur à l'Université Paris-Cité, infectiologue à l'hôpital Bichat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Parlons-en sur France 24. On marque une petite pause, on se retrouve dans un instant.